Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À côté du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le président de la République et destiné au financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus, se sont développées d'autres initiatives, cette fois menées par des leaders des partis politiques et associations. Pour le ministre de l'Administration territoriale, ces appels à la générosité publique sont en totale violation de la législation en vigueur. Paul Atangandi convoque ainsi la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Le ministre de l'Administration territoriale reconnaît n'avoir donné autorisation de collecte de fonds à quelque entité que ce soit, demande d'y mettre un terme et aux établissements financiers d'où sont domiciliés ces fonds que ces comptes soient rapidement clôturés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le feu du jour. Covid-19 et appel à la solidarité des partis politiques. Pourquoi le ministre de l'Administration territoriale dit non? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Roland Diou. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Otou. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Et un salut particulier et des hommages au personnel sanitaire qui se bat au quotidien pour faire tout ce qui est en leur possible pour combattre cette maladie. J'aimerais en début de cette émission leur adresser mes hommages. Voilà, Maître Roland Diou, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est bien cela, avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Nous allons donc prendre la direction de Bordeaux. Bordeaux, nous sommes dans le sud-est de la France où nous attend Maître Martin Longon. Bonsoir Maître. Voilà, on va revenir à Maître dans un instant. Maître Diou, comment vous avez accueilli cette décision du ministre de l'Administration territoriale le 7 avril dernier? Alors, d'entrée de jeu aussi, je vais vous répondre de but en blanc. Est-ce qu'il s'agit d'une décision ou d'un communiqué? Oui. Faudrait déjà C'est écrit communiqué radio-presse. Tout à fait. Et donc, nous attendons encore de voir la décision. Pour l'instant, il est porté à la connaissance du public que certaines activités de collecte de fonds seraient interdites. Et donc, ça appelle de ma part une observation de pure forme. Est-ce qu'un ministre prend un acte administratif par communiqué? C'est la première question. Et donc, j'ai envie de me dire que ce communiqué ne concerne pas encore vraiment les Camerounais. C'est une information qui a été donnée. On attend de voir ce qu'il en sera par la suite. Maintenant, je peux m'essayer à l'analyse de cette situation du point de vue simplement de la morale et du bon sens. Je sais que le débat de tout à l'heure sera un débat de techniciens et je m'en félicite. Et donc, avant que justement le décor ne soit planté, le décor de vos panélistes ne soit planté, je vais simplement essayer de partager avec vous et les téléspectateurs des analyses de pure morale. En vous posant une question qui est simple, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les ambulances violaient les feux rouges? Est-ce que vous savez pourquoi les ambulances violent les feux rouges? C'est simplement parce que précisément, c'est des situations d'urgence. Oui. Vous savez ce qu'on appelle l'état de nécessité. Vous savez ce qu'on appelle la légitime défense, pour ne prendre que ces faits exonératoires
de ce qu'on pourrait appeler la responsabilité même pénale. Vous savez très bien que si vous faites l'objet d'une menace qui peut mettre en péril votre intégrité physique ou celle de quelqu'un qui vous est proche, vous avez le droit, c'est vrai dans la limite d'une certaine proportionnalité, de réagir et même de porter des coups à autrui. Il s'agit là de ce qu'on appelle la légitime défense. L'état de nécessité, c'est que si vous êtes en péril de mort et que vous devez absolument, par exemple, vous nourrir, si vous entrez dans une plantation et que vous prenez le juste nécessaire pour vous nourrir, on ne pourra pas dire que vous êtes auteur d'un vol. C'est-à-dire que si en passant, vous voyez une plantation de bananes mûres, vous prenez 2 ou 3 doigts de banane, vous êtes en état de nécessité. Même si on vous arrête, vous direz « oui, je l'ai fait. J'ai pris 2-3 bananes parce que j'étais en péril de mort. » Mais si vous prenez un régime, c'est autre chose. Je plante le décor là, avec des faits que chacun de nous peut rencontrer dans la vie de chaque jour, pour indiquer que sur le plan moral, il y a quelque chose quand même d'un peu gênant. D'un peu gênant. Et c'est gênant d'autant plus que quand vous lisez la décision du Premier ministre du 17 mars, lorsqu'il a été mis sur pied, justement, le plan de riposte du gouvernement face à la pandémie, les Camerounais, les populations du Cameroun étaient appelées à faire preuve de solidarité pour faire face à la pandémie du Covid-19. Et à moins que l'on m'explique que ceux qui ont lancé ces appels ne font pas partie de la population camerounaise, il faut bien que le gouvernement essaye d'être cohérent envers lui-même. Il ne peut pas demander une chose. Lorsque celle-ci est entendue et que des réponses y sont apportées par la même population, à moins vraiment de m'expliquer. Voilà, justement, le Premier ministre dit, le gouvernement invite les peuples, après les 13 mesures, pour être bien fixé, le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens des responsabilités au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. C'est aussi bête que cela. On vous dit, monsieur Otto, face à la pandémie qui nous menace, faites preuve de solidarité, entre autres. Vous dites, d'accord, ok, je pense que je peux apporter telle contribution à la lutte contre la pandémie. Et le même gouvernement, par la voix de quelqu'un qui est supposé coordonner dans son département ministériel une direction chargée de la protection civile, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs jusque-là. On aurait bien aimé entendre la position du patron de la protection civile pour savoir quelles étaient les mesures de protection civile que son département ministériel a mis sur pied. Je vous dis au passage, ça vous le savez certainement, vous êtes journaliste, que la direction de la protection civile a une dotation budgétaire annuelle. Elle n'est pas de 10 francs, elle est suffisamment conséquente. C'est l'occasion comme celle, c'est des occasions comme celle-ci qui nous permettent de savoir ce que cette direction-là précisément fait. Je n'accuse personne, je ne dis pas qu'elle ne fait rien. Il faut bien qu'on s'entende. Je dis juste que c'est à ce moment-ci qu'on aurait aimé entendre soit le ministre en charge de la protection civile, qui par ailleurs se trouve être le ministre de l'administration territoriale, soit le directeur de la protection civile du dit ministère, pour nous dire ce qu'il fait de ce budget-là pour justement riposter dans la stratégie gouvernementale à cette pandémie qui nous attrape. Mais on n'a pas entendu le ministre, mais on l'a entendu finalement, j'aurais dit, on l'a enfin entendu, lorsqu'il fallait montrer les muscles de l'État. Je crois que c'est une formule qui lui est d'ailleurs chère à lui. Et cela nous invite à nous poser la question de savoir si le type de gouvernance auquel nous faisons face, est-ce une gouvernance répressive ou une gouvernance préventive? Dans d'autres cas, on a vu les muscles de l'État justement sortir pour prévenir. Je prends le cas du Rwanda. Simplement le cas du Rwanda. Je crois qu'ils sont à moins de 30 cas au jour d'aujourd'hui. Alors qu'ils ont découvert les premiers malades longtemps avant le Cameroun. Sauf que là-bas, on a vu les muscles de l'État prendre des mesures de prévention suffisamment à temps, de telle sorte qu'on a l'impression qu'au Rwanda, la progression de la maladie, on va dire que les cas se sont arrêtés, on n'enregistre pas nécessairement de nouveaux cas là-bas. C'est là où on aurait aimé entendre le ministre. Donc, au bénéfice de ces petites considérations préliminaires, je reviendrai dans la suite du débat s'il est nécessaire de rentrer peut-être
dans l'analyse plus juste. Voilà, on va repartir à Bordeaux où nous attend Maître Martin Longo. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Serge. Bonsoir également aux copanélistes. Et je tiens d'abord, bien sûr, à féliciter l'action vive et remarquable qui est entreprise par le gouvernement sous les hautes instructions du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Je souhaite également féliciter naturellement tout le corps médical, les soignants. Je souhaite aussi, avec une mention particulière, vraiment à soutenir et encourager et féliciter le peuple camerounais face à une épreuve très difficile au travers de laquelle nous devons en réalité avancer de manière tout à fait, j'allais encore dire, mobilisée comme un seul homme et non dans des divergences pour lesquelles d'ailleurs lorsqu'on note l'appellation choisie par monsieur le professeur Maurice Kamto pour cette collecte de dons ou de fonds baptisée Survie Cameroun, on pourrait se poser la question lorsque l'on consulte le dictionnaire Larousse, la signification du terme survie, qui veut dire donc vivre une vie après la mort, c'est-à-dire une belle existence. Et lorsque l'on sait, et je me permets de planter de manière malicieuse le décor, que le parti baptisé MRC, politiquement aujourd'hui, est à l'agonie, l'on pourrait se demander avec pertinence s'il n'y a pas derrière cette opération une véritable tentative donc de renaissance, de survie de ce mouvement politique. Voilà, donc pour le moment, avec un clin d'œil que je lance à tous mes confrères, j'attends donc avec impatience le débat sur cette collecte de dons étant précisé, et personne ne pourra dire le contraire. J'ai bien noté, bien entendu, avec son habitude, mon confrère Déou, qui se livre à une acrobatie parce qu'il est très intelligent. Il nous invoque l'état de nécessité. Mais tout de même, avant l'état de nécessité, la question qui se pose et s'impose est de savoir, est-ce que nous avons un cadre normatif, est-ce que nous avons un cadre légal, et que dit ce cadre légal? Voilà, et je ne développerai pas sur la loi de 83, je crois qu'on va abondamment développer ce texte-là. C'est d'abord la véritable question, et s'il n'y a pas ce cadre-là, à ce moment-là, peut-être que, voilà, des initiatives qui, dans le fond, sont des initiatives louables, mais encore une fois, il faut qu'elles soient encadrées, et c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. Ok, je rappelle, Maître Longo, que vous êtes avocat au barreau de Bordeaux. Vous êtes un des anciens avocats camerounais en France. Vous êtes président de la commission politique, la section RDPC France Sud, ancien président de la communauté camerounaise de Bordeaux. C'est bien cela? Je n'ai pas entendu très bien, M. Serge Alentour. Je suis effectivement l'un des doyens, même le doyen des avocats camerounais au barreau de Bordeaux. Je suis également le président de la commission politique de la section RDPC France Sud. Oui. Je suis d'abord avant tout un patriote et je crois que à ce niveau il y a un consensus. Nous avons tous, sans exception, le Cameroun en héritage, en partage. Mais ce Cameroun qui est un pays beau et magnifique, il faudrait vraiment que les forces vivent, y compris dans les rangs du MRC, que ces forces vivent là véritablement encore une fois, au lieu de lancer encore une fois sous forme de campagne des initiatives finalement, comme on le voit très bien, ne font pas consensus dans leur approche, pas stratégique, mais dans leur approche au travers de la norme, au travers de la loi. Et là, véritablement, se pose un problème. Aujourd'hui, il faudrait dire plutôt qu'il lui fallut à la fois accompagner dans une campagne de sensibilisation avec des initiatives fortes déjà. Voilà là un terrain tout à fait d'élection pour lequel les nombreux militants du MRC auraient pu effectivement s'investir. Ceci étant dit, je m'arrête là pour le moment, puisque je crois savoir que j'ai d'autres confrères qui, bien entendu, rangent leur frein pour prendre la parole.
Voilà, Maître Longon, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de nécessité humanitaire ne peut pas justifier des dérogations à l'ordre établi, puisqu'on voit qu'il y va de la survie des populations? Monsieur Serge Amotou, on ne peut pas parler de la nécessité. D'abord parce que il est clair aujourd'hui que, encore une fois, la problématique, c'est pas, on n'a pas. Relisez, encore une fois, le communiqué du ministre, Oui. Monsieur Paul Attanji. Il dit clairement ce communiqué, et à la fois c'est sa lettre et son esprit. On demande à toutes ces initiatives qui sont louables dans le principe de s'entourer du cadre légal. Donc, à partir du moment où ce débat qui est posé, et je dirais même à la fois qu'on sait très bien, nous sommes Camerounais, voyez-vous, monsieur Serge Amontour, il ne faudrait pas demain que l'on lance ça, l'anathème, au gouvernement pour dire, écoutez, vous avez laissé faire, parce que derrière même, et ça protégerait même le MRC finalement, puisque certains, on le voit très bien déjà en France, hein, sous couvert de servir cette initiative-là, vont lever des fonds dont on ne sait pas très bien où ces fonds vont aboutir. Donc je crois très sincèrement que, avant de poser le débat de telle nécessité, la vraie question est d'abord, est-ce que oui ou non cette initiative peut aujourd'hui être lancée sans autorisation? C'est là d'abord le débat. Voilà, l'état de nécessité, d'abord, je note que le gouvernement s'est déployé de partout, et je le suis attentivement d'abord parce que je suis un de vos fidèles, bien entendu, qui suit vos émissions quasiment tous les jours, mais il faut encore une fois que, véritablement dans le champ politique, excusez-moi de le dire, il faudrait qu'on s'accorde qu'il y a la loi et que, comme on dit, la loi entoure certaines activités. Cette loi-là, il faut qu'elle soit respectée. Voilà. Okay. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que les concepteurs de ce projet n'ont pas, peut-être qu'ils ont été trop vite, hein, sans doute par rapport à ce qu'ils ont jugé comme l'urgence, voyez-vous, voilà, mais manifestement, ils ont d'abord sauté une étape. Il fallait demander cette autorisation. J'attends d'ailleurs que l'on nous rapporte la preuve que la démarche formelle a été initiée et qu'un refus a été à ce moment-là opposé. Voilà aussi une autre question. L'état de nécessité, non. Vous voyez très bien que le gouvernement se déploie et il faut saluer ces initiatives. On doit les soutenir. Voyez-vous, aujourd'hui même, j'ai envoyé deux propositions fortes. Un journal qui s'appelle Cameroun 24. Voilà, je propose quoi? Je propose à l'Union africaine de créer un fonds africain d'appui et d'aide aux plus démunis. Je propose aussi qu'on crée une banque africaine alimentaire. Voilà. Et j'ai mis d'ailleurs tout un programme pour que tout cela soit déployé. Voilà de telles initiatives que nous pouvons tous porter ensemble. Parce qu'encore une fois, le ministre de l'administration territoriale a été très clair. Et regardez d'ailleurs l'une des députées qui a demandé une autorisation. C'est d'abord ça le cadre légal. Il faut s'y conformer. Et s'il y a un refus qui est opposé, alors à ce moment-là, on peut réfléchir. Mais cette démarche, me semble-t-il, n'a pas été entreprise par nos frères, et nos frères en tout cas, du MRC. Voilà. Ok, merci Maître Martin Longon. Retour sur le plateau à Douala. Il nous a rejoint. Signor Barrister Achou, you're welcome, sir. Thank you. Good evening, Serge. Good evening, televiewers. Voilà, Good evening. Je rappelle que vous êtes le président du Reform Party, avocat au barreau du Cameroun. Vous avez cette note, ce communiqué, hein, parce que Maître Roland Diou insiste là-dessus. C'est un communiqué. Votre réaction? Le ministre est-il dans son rôle? Oui, qu'il s'agisse d'une note ou d'un communiqué, le ministre a parlé. Et moi, je pense qu'il est dans son rôle. Parce que ce ministre a laissé aller beaucoup de choses depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il aurait dû mettre fin à ce genre de comportement et il ne l'a pas fait. Il a laissé... Il y a des précédents? Cabral Libye l'a fait. Il a appelé, il a fait un appel
au monde entier qu'on l'aide, qu'on lui donne. Mais là, ça donne donc du. Ça fait du 2 poids 2 mesures. Non. Pourquoi on a laissé Cabral et les autres? Cabral n'était pas un politique, il n'avait pas de parti politique. Elimbi aussi n'avait pas de parti politique. Bon, maintenant c'est un parti politique et je pense que le ministre a vu venir le danger. Parce que... Il y a un danger? Si, il y a un danger. Lequel? Il y a un danger. Si on laisse aller, n'est-ce pas, cette initiative jusqu'au bout et qu'on collecte des sommes importantes, qui va contrôler l'utilisation de ces fonds? À quoi ça va servir? Vraiment, c'est ça qui fait peur au ministre. Et il se dit qu'il faut vraiment rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans une république et que dans une république, on fonctionne avec les lois et que les choses doivent se faire, n'est-ce pas, dans le respect des normes. Ok. Voilà, vous avez suivi Maître Longo. Voilà, on va partir à Paris où nous attend Maître Christian Timban Bonbon. Bonsoir, Maître. Bonsoir ces gens-là. Bonsoir à tous les confrères, les brillantissimes confrères qui sont là. Je pense particulièrement à mon jeune confrère, à notre jeune confrère, Maître Diou, qui fait vraiment de très bonnes choses, qui édifie le peuple camerounais, qui participe d'une manière forte à l'édification de ce peuple. Alors, oui, Maître j'ai suivi tout à l'heure. Oui, allez-y, Maître. Oui, j'ai suivi tout à l'heure mon confrère Maître Longo du barreau de Bordeaux. C'est un ami, c'est un aîné que je respecte, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Essayer de politiser une question qui a trait à la vie. Là, on n'est pas dans un débat d'intellectuels, mais on est face à une situation gravissime. Les Camerounais sont en train de mourir. Le Cameroun, à l'heure actuelle, est dans le peloton de tête, je dirais même le premier pays en termes de contamination, de contagion de cette pandémie. Et qu'est-ce que nous voyons en face? Nous voyons un gouvernement qui ne prend pas les mesures adéquates. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait pratiquement 3 semaines que nous crions, que nous appelons le gouvernement à se bouger, à mettre des fonds pour qu'on puisse lutter efficacement contre cette pandémie. Car voyez-vous, c'est une question de fond aussi. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à la situation dramatique, à ce péril? Le gouvernement débloque 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Et alors, des bonnes volontés camerounaises s'élèvent en se disant que non, il y a un problème, il y a une sorte de négligence. Et on ne va pas laisser des gens mourir. Parce que la mort est là. La vie est en danger. Nous devons prendre maintenant nos initiatives parce que ce gouvernement, depuis 3 semaines, ne parvient pas à montrer aux Camerounais exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ce ne sont pas les conseils que le Premier ministre a donné aux Camerounais, restez chez vous, ne faites pas ceci, lavez-vous les mains au savon, etc. Ce n'est pas ce qu'on attend du gouvernement. Certes, il y a un volet communication, mais on attend du gouvernement et des gouvernements du monde, et d'après les recommandations de l'OMS, que des mesures soient prises, des mesures en termes de mise en quarantaine, ce que nous appelons aussi le confinement. Ça, c'est des recommandations de l'OMS. Le gouvernement, pour le faire, ou alors les gouvernements pour le faire, doivent mobiliser d'importantes sommes. Parce que des personnes vont se retrouver en chômage, il faut leur trouver à manger, il faut leur trouver à boire, il faut les loger. Et comme réponse à cette situation, le gouvernement camerounais débloque cette minable somme par rapport à la pandémie de 1 milliard de francs CFA. Alors, comme je disais, des bonnes volontés s'élèvent en disant non, nous n'allons pas laisser nos compatriotes, nous n'allons pas mourir parce que le danger est là. L'OMS parle de péril, d'état d'urgence sanitaire, d'état de nécessité sanitaire.
en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des bonnes volontés appellent les autres Camerounais à se mobiliser. Donc, les Camerounais se mobilisent et décident de cotiser pour se protéger et pour lutter contre cette pandémie. Et que fait le gouvernement à ce moment-là? Le gouvernement décide, curieusement, d'arrêter cet élan de solidarité sous prétexte qu'il y a une loi qu'ils vont d'ailleurs dépoussiérer, une loi de 1983, ouais. il y a bien des siècles, qu'ils vont dépoussiérer pour venir paralyser cette opération. Alors, avant d'entrer sur des questions juridiques, il s'agit tout simplement d'un acte de malveillance, il s'agit tout simplement de l'expression de la République de la haine, de la République de la jalousie. Parce que c'est M. Kamto, il faut le dire, celui qui dit qu'il veut remplacer le président national du RDPC qui est au pouvoir. Alors, il faut bloquer, il faut paralyser cette action. Monsieur Otou, je vais permettre de le dire aux Camerounais. J'ai été contacté par une association française qui m'a dit, c'est une association, nous aidons les pays africains en ce moment. Et nous voulons aider votre pays aussi, le Cameroun, qui est touché. Alors, faites-nous une due diligence pour nous montrer quelles entités avec lesquelles nous pouvons travailler. Mais nous ne travaillons pas avec les États. Nous travaillons au plus avec des collectivités locales. Ils ont dit qu'ils débloquaient environ 150 000 € à leur niveau pour le Cameroun. Et à ce moment-là, est venue donc cette initiative du MRC. Je leur ai dit, c'est une belle initiative, vous pouvez y aller. Serge Alain, ils ont débloqué leur argent. Ils ont ordonné à la banque de virer de l'argent. Quelque temps après, je crois hier soir, ils m'appellent en disant non, il y a un problème avec cette initiative. Le gouvernement de votre pays a bloqué, a dit que ce n'est pas une bonne initiative. Alors nous avons annulé notre virement. Voyez-vous ce genre d'acte. Et pourquoi? Parce qu'on prétend qu'il y a une loi qui a été prise qui réglemente ou qui régule les appels à la générosité nationale. Or, cette loi, visiblement, elle est inadaptée. Parce que le temps d'examen du dossier dans le cadre de cette loi, je l'ai parcouru, c'est de 30 jours. 30 jours. Si vous déposez le dossier, je crois, chez le préfet, vous attendez 30 jours. La mort est là. Et on va prendre une loi qui donne un délai de 30 jours pour étudier le dossier. Alors, nous, en droit, nous disons que cette loi, elle est inadaptée. Elle est inadaptée face à l'urgence. Et cette urgence, qui n'est pas simplement une simple urgence, c'est une situation d'état de nécessité. Et en droit, et tous les juristes qui sont là le savent, que face à une situation d'état de nécessité, on ne respecte pas la loi. On ne respecte pas la loi de moindre importance. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, il s'agit de quoi? La loi camerounaise dit qu'on peut faire des appels à la générosité publique ou nationale. On peut demander aux gens de collecter. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Mais pour le faire, il y a une autorisation. Donc le principe, il est là. C'est qu'on permet cela. Alors, au lieu que l'État utilise donc le principe, ils vont plutôt utiliser la fameuse exception, qui est de moindre importance par rapport au danger. Non seulement de moindre importance, mais aussi, et plus grave, inadapté. Le temps d'étude d'un dossier d'autorisation étant de 30 jours, au minimum. Et sans sanction d'ailleurs, ça veut dire que le ministre peut décider qu'après 30 jours, il continue puisque ce n'est pas sanctionné. Or, comme je le disais tantôt, les juristes qui sont là savent que quand on a une situation d'état de nécessité, il n'y a point de loi. Quand on a un état de nécessité, il n'y a point de loi. Et personne ne peut dire là en ce moment que nous ne sommes pas en situation d'état de nécessité.
Parce que les hommes sont en train de mourir, il y a un risque imminent. L'Organisation mondiale de la santé a dit que l'Afrique doit se préparer au pire. Et quand on sait que l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'institution onusienne spécialisée en questions de santé dont le Cameroun a ratifié le traité. Article 45 de la Constitution, nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc il n'est pas question de respecter une loi qui est inadaptée, une loi qui est d'ailleurs inconséquente par rapport à la situation. Ok. Donc je pense, si vous permettez, Oui. je pense que nous avons là aujourd'hui l'exemple d'une république haineuse, d'une république jalouse, d'une république qui empêche à ses enfants tout le temps. Vous entendez les Camerounais se plaindre que j'ai amené un bon projet au Cameroun. J'ai eu une belle initiative pour mon pays et j'ai été bloqué. Les Camerounais sont en train de voir cela et nous ne pouvons pas nous taire. Et nous disons à monsieur le ministre, au-delà de ce qu'on peut appeler le juridisme, qu'il y a là une question de vie et nous n'allons pas laisser. D'ailleurs, je l'ai dit, toutes les autorités camerounaises qui ne vont pas, ou alors qui vont prendre des mesures, ou entreprendre, ou alors mettre en place des processus de blocage pour empêcher aux Camerounais de se soigner, nous allons engager des procédures pénales à l'international contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Là, nous ne sommes plus en train de nous amuser, et il s'agit, ce ne sont pas des menaces, parce que nous avons nos familles là-bas en Afrique, nous avons nos enfants en Afrique, et c'est notre pays, ce sont nos compatriotes, nous n'allons pas le laisser. Voilà. Merci, Maître Christian Timban Bombongo. Je vais d'abord faire réagir une fois de plus Signor Barrister Achou. On retient, Maître Bombongo dit point de droit en cas de nécessité. Non, je pense que je dois recadrer ce que j'ai entendu. Le code pénal dispose bien que la responsabilité pénale ne peut résulter de la nécessité de défendre soi-même ou autrui contre un danger imminent ou qui ne peut pas être autrement, n'est-ce pas, qui ne peut pas être autrement évité. Ouais. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi lorsqu'il y a nécessité. Il s'agit bien de la responsabilité pénale. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe ici, là. On est en mondiovision et les gens nous suivent et vraiment les gens peuvent être déroutés par ce que nous disons. C'est la responsabilité pénale qui ne peut pas être engagée lorsque vous êtes face à un danger et il y a la nécessité de protéger vous-même ou protéger autrui contre un danger que vous ne pouvez pas éviter autrement. Ça, c'est d'un. Et deux, je pense que nous devons faire très, très attention lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'analyser les lois de la République. Mon confrère Mentima, que je respecte, il fait de très belles interventions, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des dons venant de l'étranger, il doit faire attention parce que un parti politique est régi par des règles, par des lois, par des textes. Et moi, je suis président d'un parti politique, je sais de quoi il s'agit. Il est interdit à un parti politique de recevoir, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Il parle bien, n'est-ce pas, d'une aide qui doit venir d'une ONG internationale. Alors, et cette aide, lui, il préfère l'envoyer à un parti politique. C'est qu'il met donc ce genre d'aide sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un financement extérieur qui est interdit, n'est-ce pas, par les lois qui régissent les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques peuvent faire appel à l'aide, mais il faut faire attention à leurs militants. Et lui-même, il a dit que c'est national, à leurs militants. Est-ce qu'il peut me donner un texte qui permet à un parti politique de faire un appel au monde entier? Ça n'existe pas. Il faut qu'on fasse attention. Il ne s'agit pas seulement de la loi de 83. Il y a également la loi du 19 décembre 2000 sur le financement des partis politiques. Et il faut faire attention parce que cette loi crée même une commission qui peut venir regarder les comptes des partis politiques. Et je pense que si je ne me trompe pas, il est même précisé que les fonds des partis politiques sont des fonds publics. Il faut faire attention. Donc, je ne soutiens personne. J'ai dit nous devons rester républicains, respectons la loi.
Il faut qu'on respecte la loi. Ne prenez pas le prétexte d'une situation qui dérange tout le monde pour faire ce qui n'est pas autorisé. Je veux bien qu'on cotise, mais regardez de cette manière, de quelle manière ça se passe. Moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est une autorité concurrente qu'on veut créer à l'autorité qui est en place. Lorsque le président du MSC demande qu'on lui envoie un représentant du DGSN, du CED, du ministère des Finances, mais attendez, on lui envoie ce représentant en tant que qui? Et il signe en bas, président élu. Mais attendez, non, il faut pas charrier. On est là face, n'est-ce pas, à une situation qui démontre clairement que ce que nous avons en face, ce n'est pas seulement un appel à la solidarité. Ce n'est pas seulement un appel. Puisque nous voyons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'érection d'un organe dirigeant en dehors, n'est-ce pas, de l'État. Okay. Puisque il demande à l'État d'envoyer des représentants à lui. Mais ça c'est pas possible. Donc j'ai dit, la loi sur les partis politiques demande que les partis politiques reçoivent des cotisations, des dons, etc. de leurs membres. Vous voulez demander l'appel à la solidarité, ça doit être national. Il nous est interdit, partis politiques, de recevoir des financements extérieurs. Il y a des associations, des ONG qui pouvaient bien recevoir cette aide. Pourquoi pas passer par eux? Vous passez par un parti politique qui a des restrictions sur le plan légal. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un danger qui guette, n'est-ce pas, ce genre de financement. Parce que ça commence peu. Est-ce que vous pouvez maîtriser les fonds qui seront versés dans tous les comptes? Si ça donne lieu à des milliards, et que par exemple, on détourne ces milliards pour acheter des armes, qui va répondre? Alors, moi je pense que le ministre de l'administration territoriale est dans son droit. Je ne vois pas derrière l'action de ce ministre un geste machiavélique. Parce que ce monsieur, moi j'ai dit qu'il aurait dû faire lever le poing depuis longtemps contre Cabral Libi et tous les autres qui ont fait cet exercice. Il ne l'a pas fait. Il réagit tard, mais c'est quand même bien parce qu'il le fait, n'est-ce pas, à un moment où il rappelle à tout le monde qu'il y a une loi. Vous avez compris, M. Timban? Il dit qu'on a dépoussiéré une loi de 83. La loi, c'est la loi. Mais la loi, c'est la loi. Vous devez la respecter. Et comme je le dis, il n'est pas seulement question de cette loi. Il est question de tout l'arsenal juridique qui existe. Okay. Et il ne faut pas oublier, j'ai dit qu'il y a même un débat. Est-ce que le contrôle supérieur de l'État ne peut pas être appelé pour auditer les comptes des partis politiques? Il faut regarder. Parce que un parti politique peut recevoir des subventions de l'État. Et on dit que dans ce cas-là, vous devez rendre compte à l'État de l'utilisation que vous faites de ces fonds. Donc nous devons faire attention lorsqu'on utilise nos partis politiques pour faire des choses. Okay. Je veux bien que les gens cotisent. Moi j'ai proposé à monsieur le Premier ministre, je lui ai dit, personne ne fait confiance au gouvernement pour lui donner de l'argent. Voilà. Désignez une personnalité neutre de la société civile comme Monseigneur Cléda ou Toumi pour gérer ces fonds et vous allez voir comment les gens vont verser de l'argent. C'est ce que moi j'ai proposé. Mais dire que Achou va créer un fonds pour demander à tout le monde, j'ai quel pouvoir et en vertu de quel texte je le fais? Parce que on dit toujours qu'il n'y a pas de nullité sans texte, mais il ne faut pas aussi agir sans texte. Ok. Maître Diévo, rapidement, vous avez suivi, on a fait déjà le tour. Votre réaction? Merci, monsieur Outou. Je commence, vous allez me permettre de commencer par dire un merci, un grand merci à Maître Timban, ce confrère du barreau de Paris, pour ses mots aimables à l'endroit de ma modeste personne. Je continue en prolongeant un peu son analyse, parce que, en plus d'avoir dépoussiéré un vieux texte, en plus du fait que on peut, en situation de nécessité, violer la règle mineure, j'aimerais également ajouter ici que la règle mineure n'est pas seulement l'exception de l'autorisation, puisqu'on est tous d'accord sur le fait que le principe
c'est bien que l'appel à la générosité publique est permis. Il y a que au-dessus de cette loi, il y a d'autres normes juridiques. Il y a par exemple l'obligation de l'État de protéger la vie. L'obligation de l'État. Et il s'agit là d'une créance. Cette obligation de l'État de protéger la vie est consacrée aussi bien par le préambule de notre Constitution, qui fait partie intégrante de la Constitution elle-même, mais aussi par les instruments internationaux pertinents que nous avons ratifiés, à savoir par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais plus précis encore, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, qui met à la charge de l'État une obligation. J'aimerais un peu faire le parallèle avec ce qu'on a souvent l'habitude de convoquer comme texte lorsqu'on parle des pactes de l'ONU, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Quand il s'agit du Pacte international sur les droits civils et politiques, il s'agit de ce qu'on appelle les droits et libertés. L'État est supposé laisser les individus jouir de leur liberté. Ça, c'est pour les droits civils et politiques. Mais quand on parle des droits économiques et sociaux de ce pacte-là, il ne s'agit pas seulement de laisser les uns et les autres jouir de leurs droits. Il s'agit pour l'État d'être obligé de faire, de garantir, de produire. C'est des créances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés les droits créances. Quand l'État qui a des créances de cette nature-là, de nature constitutionnelle et je dirais même plus fondamentale, se retrouve dans une situation où la réponse qu'il donne est largement, mais largement insuffisante au regard de la menace. Je suis heureux de voir qu'on a des confrères qui interviennent sur cette question depuis des pays qui ont, eux, justement pris la mesure de la menace. Contrairement à notre pays, le confrère Maître Longo vit en France, à Bordeaux, un pays qui est sous confinement total, lequel confinement a été prolongé pour 15 jours, me semble-t-il, si mes informations ont été les bonnes. Sauf que le même confrère, quand il parle du cas de son pays, le Cameroun, où on observe une sorte de cacophonie entre la position du Premier ministre et celle du ministre de la Santé quant aux mesures de précaution. L'un n'a pas jugé utile de prescrire un confinement total, tandis que l'autre, le ministre, estime que les gens doivent rester chez eux. Vous êtes dans une situation comme celle-là où la cacophonie, ces errements, ces insuffisances laissent libre cours à un cancer, à une menace vitale qui menace la vie des citoyens, des Camerounais. Vous voulez que les gens vous observent, vous voulez que les gens se croisent les doigts à ne rien faire, alors qu'il s'agit du peuple. Et je rappelle toujours que c'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui est la source de la loi. La loi ne peut pas entraver l'auteur de la loi. Le peuple ne peut pas être entravé par une loi qui est finalement son émanation. Le souverain ici, c'est le peuple. D'ailleurs, qu'on a invité à plus de solidarité, qu'on a invité à se mobiliser. Je vais également moi aussi m'essayer à l'analyse juridique comme mes confrères précédemment. Maître Achou décrit ce que je pourrais appeler une présomption de culpabilité. Justement. Je veux bien prendre ce qu'il a dit sous son angle vertueux. Je ne vais pas le qualifier de, comment on dit ça, d'adepte de la théorie du complot. Je considère qu'il convoque ce qu'on peut appeler le principe de précaution. Si donc, par précaution, on prend une mesure comme celle-là, alors, comment en même temps, on peut invoquer la précaution et être réfractaire à l'idée justement d'avoir un droit de regard, comme précisément les initiateurs les y ont invités. Parce que Maître Achou a bien fait de rappeler que les autorités de ce pays, même si nous considérons qu'elles sont des autorités de fait, ont été conviées à avoir leur regard sur cette chose, justement pour éviter les interprétations qui pourraient être complotistes. Ils sont invités à venir eux-mêmes. S'ils veulent participer, qu'ils participent. S'ils veulent seulement contrôler, qu'ils contrôlent. Mais ils ne le font pas. Au contraire,
ils interdisent. Principe de précaution pourtant. Alors que si on était dans une gouvernance vertueuse, on aurait profité de l'occasion pour montrer précisément qu'on attache du prix aux vies des Camerounais. On aurait encadré, pas interdit. Par exemple, je pars du principe que tout le monde est de bonne foi, y compris ce gouvernement. Je pars du principe que M. Atangandi, qui dit qu'on doit demander son autorisation, aurait, dans ce contexte-là, dit « Ok, comme il y a urgence, comme il y a état de nécessité, et comme nous tous nous sommes d'accord sur le fait que c'est une initiative louable, alors voici ce qu'il faut faire de mon point de vue pour encadrer cela. » S'il avait fait et que cela n'avait pas été respecté, on serait en droit de se dire, bon, pourquoi ne veulent-ils pas qu'il y ait un droit de regard sur cette collecte? Mais cela n'est pas le cas. Au contraire, on brocarde une initiative qui est faite pour précisément apporter une solution à des problèmes à laquelle la population fait face sans réponse du gouvernement. Je vais aller plus loin et Maître Achou, encore une fois, bien fait de rappeler les faits antérieurs. Je rappelle à sa suite qu'il est strictement interdit pour les associations de procéder à la collecte des dons du public. Aux associations, la loi de 90 est claire là-dessus. Par contre, en ce qui concerne les partis politiques, la brèche est ouverte. C'est l'article 13 alinéa 1. Elle est certes encadrée, cette possibilité qu'ont les partis politiques de faire appel aux dons, aux legs, mais elle est encadrée. Mais ce qu'il faut dire à la gouverne des Camerounais, c'est que le débat qui se fait ne porte pas précisément sur la loi de 90. Monsieur le ministre l'a ignoré. Or, justement, quand nous faisons l'analyse juridique, et si je suis la maître Longo, on se comporte, quand on est pro-Atangandi, comme si la seule loi qui existe au Cameroun, c'est cette fameuse loi de 1983 qu'on vient de dépoussiérer. Alors que, premièrement, c'est une loi qui intervient en contexte de parti unique. On est en 1983. Et, précisément, dans la foulée, d'autres textes de loi sont intervenus. Il faudrait donc se poser minimum la question de savoir si cette loi-là se trouve encore être applicable au cas d'espèce et aux appels à la générosité. Premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, si même on s'en tient, comme je vois souvent les gens faire, à la lettre de la loi. Alors, est-ce que vous avez vu des gens se balader de domicile en domicile pour demander qu'il leur soit donné quelque chose? Parce que la loi, l'article 1er de cette loi, donne le modus operandi qui permet de qualifier ce qu'on pourrait appeler l'appel à la générosité publique. Je fais un parallèle avec le droit des affaires. Ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Quand vous lisez, par exemple, l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés, quand il définit l'appel public à l'épargne, il indique les modes qui font qu'une opération puisse être qualifiée d'appel public à l'épargne. Et en deçà de ces conditions-là, on est dans ce qui est autorisé. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas être contraint de faire ce que la loi n'impose pas. Dans le cas d'espèce, la loi indique les actions qui sont constitutives ou qui permettent de qualifier l'appel à la générosité publique. Il s'agit de la sollicitation, il s'agit de la publicité sur la voie publique, par voie de presse, etc., etc. Dans le cas d'espèce, je vous mets au défi de m'indiquer quelles de ces actions ont été posées pour que justement l'on puisse qualifier, en ce qui concerne précisément l'initiative du professeur Kamto, d'appel à la générosité publique dans le sens de la loi de 83. Parce que tout le monde est d'accord ici qu'il existe bien cette loi. Mais encore faudrait-il que cette loi soit applicable au cas d'espèce. C'est ce que les juristes appellent la qualification. On doit bien qualifier les faits avant de voir si ces faits-là se rapportent à la loi. Et donc, le fait de simplement se contenter de choisir d'interdire chaque fois, systématiquement, jette encore une fois à la face du monde l'idée selon laquelle nous sommes dans une gouvernance qui n'est pas du tout préventive, mais qui est uniquement répressive.
elle ne réfléchit pas à comment aider les gens à se prendre en charge. Elle ne réfléchit pas à comment faire face à la solidarité nationale. Elle réfléchit plutôt à casser, à brimer, à interdire. Et quand on compare l'attitude générale de la population, cela est tout à fait compréhensible qu'il puisse y avoir de la jalousie. Parce que dans le fonds gouvernemental, d'abord, on décide d'y injecter 1 milliard. Et là, on appelle aussi les populations à contribuer. Si vous avez lu la même loi que moi, il faudrait également qu'on pose la question au gouvernement. Parce que si on est tous donc d'accord que c'est cette loi-là qui est censée régir les appels à la générosité publique, la même loi indique que même les pouvoirs publics y sont soumis. Et donc, eux aussi sont supposés solliciter la même autorisation dans le délai de 30 jours. Il est possible que, comme on fait ce débat ce soir, que demain on aille nous produire l'arrêté ou la décision du MINAT autorisant son supérieur hiérarchique, soit le Premier ministre, soit le président de la République, que nous considérons comme de fait. Ils peuvent le faire, mais je crois qu'ils n'auront pas le courage de poser cet acte-là parce que ce sera considéré dans leur propre système comme de la défiance. Okay. Il n'en demeure pas moins vrai que là, cela fera aussi défaut. Or, pourquoi dans le cas du gouvernement, ça peut passer? Permettez donc, Maître principe que l'article 4 de cette loi de 1983 dit que peuvent solliciter l'autorisation de faire appel à la générosité publique toute administration ou établissement public ou parapublic, tout Camerounais âgé de 21 ans au moins jouissant de ses droits civiques et d'une bonne moralité, les comités de développement, ainsi de suite. Donc, Maître Achou, sur bon, rapidement, on va revenir, ce sera après le journal, hein, je vous en prie. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite qui nous soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie, ici à Douala, de Signor Barrister Achou et Maître Roland Dio. Maître Roland Dio, allez-y donc. Merci, monsieur. Vous avez une précision? Oui, je commence par m'excuser auprès du Signor Barrister parce que tout à l'heure, j'avais terminé avec mon temps de parole, mais je le remercie de me laisser faire une petite précision avant éventuellement que vous lui redonniez la parole. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est une méprise. Il n'a pas dû simplement s'en rendre compte que ce ne sont pas, les correspondances n'émanent pas du professeur Maurice Kamto et du président élu. Non, les correspondances adressées aux administrations, les invitant à prendre toute leur part dans l'initiative, sont bien signées du président du comité de gestion du dit fonds qui s'appelle Christian Penda Ekoka. C'est bien lui qui a signé les correspondances. Oui, on va revenir. Ça, c'est d'un. Et de deux, non, il y a permettez, et on va d'abord réagir sur les derniers chiffres. C'est pourquoi j'ai choisi ce seul point. D'accord, okay? On va revenir au débat de fond tout à l'heure. D'accord. 722 cas, donc, qu'est-ce que ça vous inspire ce soir? 722 cas, je ne peux être qu'attristé et appeler à plus de vigilance de la part des populations. Je ne peux que rappeler qu'il y a des mesures qu'il faut que nous prenions tous ensemble. Les règles d'hygiène, les mesures d'hygiène, les mesures barrières, nous devons les intensifier. Nous devons respecter la distanciation sociale. Nous devons porter le masque. Nous devons nous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Nous devons faire tout ce qui est possible justement pour que ces cas-là ne s'amoncellent. Mais je dois quand même aussi faire un commentaire. C'est que, comme sur la question du débat juridique de tout à l'heure, vos émissions précédentes d'ailleurs, ont fait la part belle aux experts. Et tous vous ont démontré comment est-ce que cette maladie opère. Il y a une phase d'importation de la maladie. Oui. Ensuite, une phase de propagation communautaire. Et donc, à partir d'un certain moment, on est presque obligé simplement de constater les dégâts. Et donc,
quand on se rend compte qu'entre le 5 mars et le 5 avril, on est passé d'un cas à environ 700 cas, ça laisse penser qu'effectivement, le processus a été mal géré à un moment donné. Et on est en droit de s'inquiéter quant aux jours à venir. On est en droit de se poser la question, si en si peu de temps, on passe à autant de cas de contaminés, en précisant d'ailleurs que tous ces cas de contamination-là, ce ne sont que les cas qui ont été formellement dépistés. Ouais. Ça veut dire que probablement, il y aurait, je suis prudent, il y aurait d'autres cas non dépistés qui seraient, par exemple, asymptomatiques. Parce que les experts nous l'ont bien expliqué que l'on peut être porteur du virus sans faire la maladie. Et donc, plus on perd le temps en laissant courir les facteurs de propagation de la maladie, plus on devrait s'attendre à avoir davantage de cas. Et c'est exactement ce qui fonde toutes les suspicions qu'on peut avoir sur la stratégie, sur la riposte du gouvernement vis-à-vis de la pandémie. Les tests qu'on a annoncés récemment comme devant se faire massivement, il me semble que peut-être que ça a commencé, mais moi, je n'en ai pas encore vu dans mon quartier de résidence. Par exemple, je crois que si c'est enclenché, le rythme est un peu lent. Il faudrait peut-être que ce rythme-là soit accéléré. J'ai entendu des personnes souligner le fait qu'il devait y avoir une union sacrée autour de la pandémie. Je veux bien. Et d'ailleurs, tout le monde l'a appelé de tous nos voeux. Sauf qu'il y a quelqu'un qui doit donner le ton. Quand vous vous rendez compte que ce n'est qu'aujourd'hui, le 8 avril, que le Premier ministre réunit les leaders des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchait de faire la même chose le 17 mars? On est quand même rendu à un peu plus de 2-3 semaines du début des mesures prises par le gouvernement. Cela dénote encore une fois d'une certaine insuffisance. Je préfère justement utiliser des termes comme cela pour que l'on comprenne bien que nous sommes tous conscients que l'heure est à la proposition. Mais vous ne pouvez pas empêcher que l'on observe qu'il y a quand même des insuffisances. Okay. Ces insuffisances-là ne peuvent pas être passées sous silence. Voilà. Il faut bien que l'on le dise pour que si jamais cela intéresse quelqu'un, que des mesures adéquates soient prises. Parce qu'il s'agit, M. Autou, de votre vie, de la mienne, de la nôtre à nous tous. Ok. On va donc prendre la direction de Bordeaux. Je crois que Maître Martin Longo. Bonsoir Maître, une fois de plus. Oui, il n'est pas encore là. Signor Barista Achou, face à ces chiffres qui ne cessent le nombre de cas ne cesse de grimper là. Oui, je dois d'abord adresser mes félicitations à nos médecins et personnels sanitaires qui font des pieds et des grues pour aider, n'est-ce pas, les malades dans des conditions que nous connaissons. Ils ne sont pas vraiment bien équipés, mais ils font un travail fantastique. Maintenant, je veux regarder du côté du gouvernement. Mon confrère a posé la question de savoir pourquoi c'est maintenant que le Premier ministre reçoit les leaders d'opposition qui sont à l'Assemblée. Moi, je vais aller un peu plus loin. Nous savons tous que le gouvernement fonctionne selon un budget qui est voté par l'Assemblée nationale. Chaque ministère a un budget. Et je me pose bien la question de savoir où est-ce qu'ils ont bien pu avoir le milliard qu'ils ont mis dans le fonds de solidarité. Mais, alors, qu'est-ce qui empêche au Premier ministre de demander à l'Assemblée de voter un budget de crise pour ce Covid? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'il n'y a que l'Assemblée en cette période pour pouvoir donner de l'argent au gouvernement, n'est-ce pas, pour faire face à la crise. Mais au-delà de ça, je vois des réunions avec des chefs d'opposition. Monsieur le Premier ministre, allez à l'Assemblée, demandez qu'on vous vote un budget pour faire face à la crise. Parce qu'il est vraiment inadmissible que lorsque l'Amérique demande à toute une grande société comme General Motors de fabriquer les ventilateurs. Au Cameroun, ici, je vois les dons. Il y a tout sauf les ventilateurs artificiels. Alors, vous voulez quoi? Comment voulez-vous que les médecins soignent les malades
sans ces ventilateurs artificiels-là, vraiment, il faut que le gouvernement se lève. C'est bien d'avoir demandé au ministre de s'aligner, mais c'est mieux de demander, n'est-ce pas, aux sociétés qui en ont la capacité de nous produire des ventilateurs qui vont assister les médecins, n'est-ce pas, à bien travailler. Et de voir en sorte que ces médecins qui sont dans le fin fond du quartier sont équipés. Parce que vraiment, ça prend beaucoup d'années pour former un médecin. Ça fait de la peine à en perdre. Donc, je pense que Monsieur le Premier ministre va prendre des mesures qui s'imposent pour protéger nos médecins. Donner-leur les équipements, parce que pour le moment, dans les quartiers, nous ne les voyons pas. Arborer tous ces équipements qu'on voit à la télé là. Il faut les donner ces équipements pour que lorsqu'ils soient des malades, qu'ils soient sûrs qu'ils ne seront pas en danger eux-mêmes. Et puis à la population, la vaillante population camerounaise, il n'y a pas meilleure solution que d'arborer son masque en sortant de chez soi. Lorsque vous partez au marché, s'il vous plaît, portez votre masque. Ne l'enlevez que lorsque vous êtes sûr que vous êtes rentré chez vous où il n'y a pas de contamination. Et vraiment, évitons d'embrasser nos frères, nos soeurs, nos membres de famille, parce qu'on ne sait pas avec qui quelqu'un d'autre est venu en contact. Il y a un autre élément qui permet, n'est-ce pas, à ce virus de se propager, et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. L'argent. La monnaie, l'argent. Même le malade touche à l'argent. Tout le monde manipule l'argent. Alors, il faudra trouver des moyens de désinfecter de l'argent que nous recevons. Et après en avoir touché, c'est même mieux. Chine. Lorsque vous êtes appelé à toucher de l'argent, c'est mieux de porter les gants. Protégez-vous, vraiment. Portons les gants lorsqu'on a à manipuler l'argent. Et lorsqu'on touche à cet argent sans gants, essayons, n'est-ce pas, de nous désinfecter les mains. Je pense que c'est un aspect sur lequel on n'a pas beaucoup insisté. Oui, on n'a pas vu l'argent. Oui, l'argent, mais c'est un élément qui contamine. Mais ça passe entre les mains de tout le monde. Tout à fait. L'Ombenguis qui rentre de l'avion là, c'est avec l'argent. Il a des dollars, il a des CFA qu'il envoie partout. Et lorsque l'argent vient, vous ne pouvez pas savoir qui a touché et qui n'a pas touché. Donc c'est bien. Je pense qu'en Inde, on désinfecte systématiquement tous les billets en les jetant dans une solution à l'eau de Javel. Mais je ne peux pas le dire ici pour qu'on ne vienne pas me dire que je demande qu'on détruise la monnaie nationale. Mais il faut qu'on trouve des moyens, n'est-ce pas, de désinfecter la monnaie que nous sommes appelés à manipuler. Voilà, Maître Ndiaye, sur cette situation, le Fonds spécial de solidarité nationale, créé par le président de la République, dans le communiqué de Paul Atangandi, il dit des Camerounais de bonne foi et certains partenaires ont commencé à alimenter le dit fonds avec des contributions significatives. Qu'est-ce qui empêche que le Survie Cameroun Survival Initiative, après cette collecte, vous avez pensé à reverser, c'est ça qui dérange? En tout cas, si vous pouvez reverser, est-ce que ça va toujours déranger les autorités camerounaises? Ça, c'est une question qu'il faudra poser aux autorités camerounaises. Je suis très mal placé pour répondre à leur place. Je suis très mal placé pour savoir si ça les dérangerait de recevoir ces aides et ces dons-là. Mais quand on regarde la réaction habituelle du gouvernement, on peut en douter. Moi, j'ai comme l'impression, et là je vais faire une blague, que si on vous disait demain matin que le professeur Maurice Kamto a découvert un traitement contre le Covid-19, je crois que le gouvernement fera une sortie pour dire qu'il ne faut pas l'écouter. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on est en situation d'urgence, quand on est en situation de crise, c'est au gouvernement de montrer qu'il y a possibilité d'union sacrée. Rien n'empêche que, justement, ces actions soient mutualisées par le gouvernement. Mais rien n'interdit non plus que cela se fasse hors du gouvernement. Rien du tout. D'autant plus qu'on est dans un contexte où, et ce n'est pas moi qui le dis, la population camerounaise, si vous faites un petit sondage d'opinion, a un problème de confiance. Voilà.
un problème de C'est confiance. un problème véritable, c'est la confiance. De mon modeste point de vue, je crois qu'il y a Cette un crise sérieux... de confiance, c'est née de quoi? Elle est partie de quoi? Mais vous me posez la question de savoir qu'elle naît de quoi. Monsieur Otto, vous vivez au Cameroun comme moi. Vous savez qu'il y a eu plusieurs initiatives précédentes de la part de ce même gouvernement, je dirais même de la part de ce même ministre. Enfin, du ministre actuel de l'administration territoriale. Je ne vais pas l'accuser d'avoir mal géré ou d'avoir détourné ses fonds. On va me dire que je n'ai pas les éléments pour le dire. Non, je serais modéré encore une fois. Je dirais que il me semble que l'opinion publique n'a pas vraiment été édifiée suffisamment sur le bilan final de cette opération. Ce n'est pas la seule. À une époque, nos lions indomptables étaient, je crois, au Mali. Il a fallu qu'un élan de mobilisation leur apporte des fonds et des denrées pour se nourrir. Le coup de cœur est connu dans l'imaginaire populaire comme pour la Coupe du Monde 94. Je parle de la Coupe d'Afrique au Mali. Je crois bien que c'était le Mali. Il y avait eu un avion de denrées alimentaires, de nourriture, qui est allé au Mali pour nourrir les lions indomptables. Ça avait fait l'objet, ça avait été précédé d'une campagne de collecte. Donc, il y a quand même une certaine défiance vis-à-vis des initiatives gouvernementales. C'est un sentiment que beaucoup de Camerounais partagent. Il y a aussi que les Camerounais peuvent, et quand je dis les Camerounais, certains me diront qu'au nom de quoi est-ce que je peux parler au nom des Camerounais ? En mon nom personnel, parce que je n'ai pas une autre nationalité, donc je suis Camerounais. En mon nom personnel, je dois dire que je peux considérer le fait, pour le gouvernement de mon pays, même si c'est un gouvernement de fait, d'allouer 1 milliard, un seul milliard, à une opération de survie nationale comme une injure, dans la mesure où on a quand même vu 2000 milliards partis en fumée dans une opération comme celle de la Cannes, ou 1 milliard et demi pour des ADAP. Merci, Maître Diaw. Il est déjà là, il nous attend depuis un bon bout. Maître Martin Longor, bonsoir une fois de plus, Maître Martin Longor. Revenons sur cette loi de 1983. Est-ce que en situation d'urgence comme celle-ci, il faut absolument l'appliquer? Revenons sur cette loi de 1983. Est-ce que en situation... Bon, voilà. Mais Signor Barista Achour, sur cette situation 83, Maître Timban a dit qu'on est allé dépoussiérer une loi de 83. Oui. Avant cette interpellation, Maître Diaw avait dit qu'il fallait que le gouvernement aussi demande l'autorisation. Oui. Voilà. Je pense que le Premier ministre il n'a pas créé un fonds de solidarité par discours. Il a certainement dû prendre un arrêté, parce que pour une chose aussi importante, il a dû prendre un arrêté pour créer ce fonds. Donc, il a pris les mesures qui s'imposent. Il n'a pas besoin d'une autorisation pour prendre un arrêté ou un décret. Bon, maintenant, sur la loi de 83, tout ce que nous demandons, c'est que les partis respectent la loi. Mais attendez, vous avez dit que c'est intervenu en période monolithique. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que le MRC aurait perdu en demandant à ses militants tout simplement de verser des cotisations dans un fonds de solidarité MRC. Un fonds de solidarité MRC pour aider les victimes. Je ne sais pas si quelqu'un dans le gouvernement aurait trouvé à redire. Parce que le parti a le droit de recevoir des dons et cotisations de ses membres. S'ils avaient dit tout simplement, nous créons un fonds de solidarité et nous invitons nos membres à verser quelque chose dedans pour qu'on puisse aider les... Je ne pense pas que le gouvernement aurait pu dire quelque chose. Mais le fait qu'on a créé un fonds qui semble... Faire concurrence? Non, ça semble être extérieur au MRC. Vous voyez même la personne qui gère ce fonds, il n'est pas membre du MRC. Tout à fait. Voilà. Ça semble être extérieur au MRC. Et c'est ouvert au monde entier. Ce n'est pas limité aux seuls militants.
Et pour preuve, mon confrère Mentiman, depuis Paris, vous dit, non, j'avais trouvé une association une organisation qui voulait envoyer de l'argent. Mais pour conforter donc M. Atangandji dans ses craintes, voilà un fonds qui est destiné à recevoir l'argent qui vient de l'étranger. Ah non. Respectons la loi, agissons dans le respect des règlements, des lois et règlements que nous avons ici. Ce n'est pas une mauvaise idée de demander aux gens de cotiser. Ce n'est pas une mauvaise idée de vouloir aider, mais faisons-le, n'est-ce pas, dans un cadre juridique approprié. Si vous trouvez que la loi de 83 est une vieille loi, mais utilisez les autres textes qui vous permettent de faire des collectes. Ça, c'est mon avis. Il faut respecter l'institution existante. C'est ce que je pense. Ok. Direction Paris, Maître Christian Timban Beaumont, vous avez suivi les différentes interventions. Beaucoup, hein. Il y a Maître Signon Barista Achou qui insiste, ainsi que Maître Longo, sur le respect des textes d'abord. Je vais me laisser un peu bien développer parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'amalgame. Il y a beaucoup d'amalgame dans ce qui se dit, surtout du côté du confrère Achou. Il fait beaucoup d'amalgame et c'est un peu triste. C'est triste que ça vienne de lui. Lui qui est un leader politique, il ne sait pas ce qu'on appelle financement d'un parti politique. Le financement d'un parti politique, mon cher confrère, c'est l'argent qui entre dans le patrimoine de ce parti. Et ça vient de l'État. Donc il ne faut pas mélanger la loi sur le financement des partis politiques à la loi sur les appels qui viendraient soit d'un parti politique, d'un citoyen, à la générosité nationale. Ça n'a rien à voir. Donc il y a une confusion, et je l'ai constaté, beaucoup de personnes la font, entre les dons et legs que les partis peuvent recevoir. Parce qu'il dit que le parti aurait pu demander des dons, ou des legs, ou des choses comme ça. Non, les legs et les dons, c'est la propriété du parti. C'est-à-dire que le parti fonctionne avec ses dons. Il demande aux populations, aux hommes, je sais pas, même à la nation, il peut demander, au terme de la loi sur le financement des partis politiques, il peut demander aux personnes de venir aux sympathisants de financer le parti. Ce financement du parti, c'est pour le fonctionnement du parti. Ça n'a rien à voir avec des appels à la générosité pour une cause que pourrait faire une association ou un parti politique. Donc, il faut vraiment nuancer là-dessus. C'est une nuance. Et quand j'ai fait la due diligence dans le cadre de cet appel de fonds, ce n'est pas le MRC, c'est un appel citoyen. Parce que j'ai écrit à cette association en leur disant que voilà, c'est un appel citoyen. C'est un leader politique qui lance, qui crée avec d'autres Camerounais qui ne sont pas de ce parti, qui ont créé ce fonds pour aider les Camerounais à régler, à lutter contre le Covid. Donc il faut bien nuancer cela. Et les documents n'ont pas été signés par M. Maurice Kamto en tant que président élu, comme je l'ai entendu dire. Et ça, je dis, cher confrère Maître Achou, évitez de venir raconter des choses aux Camerounais. La situation est assez grave. Si vous n'aimez pas le MRC, ou alors, excusez-moi de pousser le pion jusqu'à là, si vous êtes en mission pour venir détruire une belle œuvre comme celle-là, je ne vous laisserai pas faire. Il n'y a nulle part écrit dans un document que le président est élu. Je tiens à cette affaire parce que je vois la vie des Camerounais. Donc vous faites une confusion entre le financement des partis politiques et l'appel d'un parti politique, ou alors, tel d'ailleurs n'est pas le cas, ou alors d'un citoyen qui demande à ce que des hommes se cotisent pour aider, pour soutenir une cause. Alors, il faut faire cette nuance. Et je voudrais aussi rappeler au confrère Achou que les lois dans un pays. Voilà, malheureusement, il est parti, Signon Barista. Les lois ne peuvent pas être. Oui, non, il est revenu. Oui, Maître Bourbon. La nécessité, l'état de nécessité, quand on dit que la nécessité n'a point de loi, c'est un principe universel de droit, un principe général de droit. Il ne s'agit pas simplement du droit pénal. On peut trouver ça en droit. Oh là là, on a été coupé. Non, allez-y.
Oh, Oui, malheureusement. je peux continuer? Oui, allez-y, Maître Bobon. Voilà. Voilà, on peut appliquer ce principe-là en droit contractuel. On peut l'appliquer en droit international public. C'est un principe universel qui dit que quand il y a une situation où les vies sont en danger, ou même les biens sont en danger, les lois de procédure, ces lois de moindre importance, comme on les appelle, ne s'appliquent pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. On vous suit, Maître Bobon. Voilà, ok, parce que là, de temps en temps, il y a des coupures. Voilà. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas manipuler la loi comme ça. Donc, je vais me résumer. Il ne s'agit pas de la loi sur le financement des partis politiques. Encore que, je voudrais rappeler au confrère Achou que les partis politiques, il y a une loi au Cameroun sur le financement des partis politiques qui dit qu'il y a un décret qui va venir fixer les conditions. Donc, il n'y a pas encore ce décret-là. Il n'y a pas ce décret-là, ce qui n'existe pas. Les partis politiques peuvent recevoir en l'état actuel du droit camerounais des financements qui viendraient de l'extérieur. Parce que le décret, il n'y a pas un décret. Et j'ai eu à étudier la question quand j'étais avec M. Cabral Lévy, quand je soutenais sa campagne. J'avais étudié cette affaire et nous avons constaté qu'il y a un décret qui doit fixer les conditions de financement des partis politiques. Mais ce décret n'a jamais été pris. Donc cette loi-là ne s'applique pas. Deuxièmement, il n'est pas interdit à un citoyen camerounais, à une association camerounaise de recevoir des financements qui viennent, pas des financements, des dons qui viennent de l'extérieur. Ce n'est écrit nulle part. Donc, une association française, elles le font d'ailleurs, beaucoup d'associations envoient de l'argent au Cameroun pour soutenir les causes au Cameroun. Donc, il n'y a pas une interdiction qui est faite quelque part qu'on ne peut pas recevoir des financements qui viennent de l'extérieur. Le Cameroun ne peut pas régler cette affaire. Parce que le Cameroun n'a pas les moyens suffisamment pour arriver, pour réussir à régler la question de ce Covid-19. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire qu'il faut que le Premier ministre aille à l'Assemblée demander qu'on vote une loi. Oui, mais ça c'est la forme. Est-ce que l'Assemblée crée l'argent? L'Assemblée ne crée pas l'argent. Nous avons un problème urgent. Je dis urgentissime. Il faut de l'argent. Vous parlez tantôt des mesures. La seule mesure valable qui a fait ses preuves, c'est le confinement général. Or, le problème du confinement général, ce n'est pas que les Camerounais le refusent, c'est qu'il faut avoir des moyens. Et si maintenant, il y a des Camerounais qui peuvent trouver ces moyens-là pour aider notre peuple, on n'a pas à s'opposer pour venir parler des lois de procédure, des lois qui ne tiennent même pas. J'ai parlé tantôt de cette loi, il faut étudier le dossier pendant 30 jours. Mais dites-moi, les gens sont en train de mourir et pendant ce temps, le ministre de l'administration est en train d'étudier une loi, en train d'étudier une, je sais pas quoi, une autorisation, une demande d'autorisation. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans une situation gravissime. Et si je parle avec ce ton, c'est parce que je vois ce qui est en train de se passer. Et je mesure ce qui peut arriver dans mon pays. Donc on n'est pas en train de blaguer là avec des histoires. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Les hommes sont en train de mourir partout. Les États-Unis sont dépassés. Les grandes puissances sont dépassées. La Chine est dépassée. La Chine n'a pas donné les vrais chiffres des morts là-bas. Et jusqu'à présent, les Chinois sont confinés. J'ai des compatriotes qui sont en Chine, qui disent que depuis 3 mois, ils sont toujours confinés. Donc la situation est gravissime. Et là, vous venez parler des lois de procédure. Des gens, des Camerounais, des bonnes âmes sont en train de mobiliser des fonds pour aider les Camerounais et vous venez parler de vos lois. De quelles lois s'agit-il? Merci. Merci, Maître Christian Beaumont, d'avoir été là, en direct de Paris. Voilà, merci. Calmez-vous, Maître Christian Beaumont. Réaction tout de suite, Signor Barista. Merci, Serge. Je pense que mon confrère, il confond beaucoup de choses. Lui, il croyait que c'est moi qui confonds, mais c'est lui qui confond. Voyez-vous, le ministre de l'administration territoriale a visé des partis politiques. Pas seulement. Il a visé des partis politiques. Et il a visé certaines associations. Lorsque vous regardez l'unité qui a été créée par le MRC pour recevoir de l'argent, ce n'est pas une association légalisée, ni une association déclarée quelque part. C'est une nébuleuse. Alors,
On demande donc d'envoyer l'argent à une personne qui n'a pas de personnalité. Le ministre a indexé la personne qui a organisé, le MRC. Et moi, j'ai dit que ce financement-là vient au MRC. On me dit que je confonds. Je confonds quoi? Qui est le récipiendaire des fonds? Ce n'est pas le MRC. Ces fonds viennent de l'étranger, oui ou non? Il y a des gens sur le plan local, comme mon confrère, qui ont cotisé. Mais il y a des gens à l'étranger. J'ai dit tout simplement, le MSC aurait pu demander à ses militants, s'il vous plaît, une cotisation spéciale. Dites-moi que bon, le don élect s'est poussé. Le parti politique décide de l'usage à faire de ces fonds. Personne ne lui impose. Si le MSC voulait un fonds de solidarité de ses membres, ils ont des membres à l'étranger qui peuvent cotiser. Mais créer un truc MRC, vous dites cotisation spéciale pour aider solidarité, et même ceux qui sont à l'étranger vont envoyer l'argent. Pourquoi créer un truc qui est hors du cadre du parti? Mais c'est le parti qui est le créateur. Vous avez suivi la réaction de leur président, qui a dit que non, que les gens continuent à cotiser. Oui. Ce qui veut dire que c'est lui qui tire les ficelles. Alors on me dit que je confonds la cotisation, n'est-ce pas, des partis politiques, le financement. Non, je ne confonds rien du tout. J'ai dit ce qui est vrai. On ne peut pas permettre, n'est-ce pas, ce genre d'initiative qui ne respecte aucune réglementation. Vous avez posé la question à M. Diou, est-ce que ça vous gênerait que ces fonds soient renvoyés à l'État? Il a dit qu'il faut demander plutôt à l'État si ça les gênerait de prendre. Mais vous avez demandé à Penday Kouka et il vous a dit qu'il est prêt à signer le chèque. En tout cas, le ministre Atangandji a demandé qu'on lui apporte ses fonds. Il a demandé qu'on lui apporte des fonds. Oui, il a demandé qu'on apporte tout ça, qu'il veut voir clair. Alors, la question ne se pose même plus. Là, maintenant, on va voir si vous allez apporter les fonds ou on ne va pas apporter. Ok. Il s'agit clairement des financements. Ok, merci, Signor Barista. 30 secondes, rapidement, on nous fait des grands signes de l'autre côté. Oui, avec la permission de la réalisation. Juste pour dire qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. Lorsque certains de nos camarades ont fait des campagnes de sensibilisation avec simplement des chasubles estampillés MRC, on a vu tout ce que les gens ont pu dire. Que quand on est dans une situation de crise, il ne faut pas agir de manière partisane, etc., etc. Maintenant que l'on veut justement sortir du cadre partisan, parce que précisément c'est une question qui ne concerne pas que les militants du MRC, c'est à ce moment-là qu'on trouve à nous faire le reproche. Moi, j'ai dit une seule chose. Qu'est-ce qui empêche ceux qui veulent, qui savent seulement interdire, qu'est-ce qui les empêche d'organiser? Qu'est-ce qui les en empêche? Qu'est-ce qui les empêche de participer? Qu'est-ce qui les empêche même de contrôler, s'ils veulent contrôler? Rien. Okay. Mais ils ne choisissent que l'interdiction. Et c'est bien ça le problème. Les Camerounais peuvent mourir tant qu'on n'a pas satisfait leurs égos à eux, alors ils interdisent. Merci. Au nom de lois dont on peut questionner l'applicabilité au cas d'espèce. Voilà, merci cher monsieur d'être venu, merci Signor Barista, merci une fois de plus Maître Roland Diou, merci à Maître Christian Timban Bomo qui était en direct de Paris, merci également à Maître Martin Longor, Bordeaux, sud-est de la France. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, rendez-vous très bientôt pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir, Goumou.